Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Réfoy. J'aurais dû dire bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, parce que nous recevons aujourd'hui le docteur Michel Mouly pour son petit dernier, Ménopause ne souffrez plus en silence. Depuis une vingtaine d'années, une étude américaine controversée mais qui a fait grand bruit et dont nous allons bien évidemment reparler. Les femmes sont majoritairement réservées, voire hostiles aux hormones et à la prise en charge chimique de leur ménopause. Dans ce dernier ouvrage, bonjour docteur Mouly. Bonjour Nicolas. Fidèle de l'émission, Réfoy, aux éditions Le Duc. Je rappelle que vous êtes gynécologue, chirurgien, cancérologue. Vous proposez aux dames de mieux comprendre ce qu'est ou sera leur ménopause et vous détaillez l'intérêt santé de ce traitement hormonal de la ménopause, THM, associé bien sûr à une indispensable hygiène de vie qui permet aux dames de traverser cette période particulière du mieux possible, sans les troubles climatériques et les complications parfois graves qui sont inhérentes en son absence. Vous êtes donc notre invité pour ce Réfoy. Première partie avec le docteur Serge Rafale, comme d'habitude. Et puis ensuite, on se retrouve pour la partie magazine, le grand entretien. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Mouly, bonjour. Bonsoir. Bonjour, monsieur Rafale. Oui. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau. Vous aviez été notre invité l'an passé pour Ménopause, tout peut changer chez Robert Laffont. Vous nous proposez dans la foulée Ménopause ne souffrez plus en silence. Est-ce à dire que ce n'est pas si facile que cela de convaincre les femmes de prendre un traitement qui leur fait apparemment très très peur? Pourtant, la ménopause concerne tout le monde, toutes et tous. Les dames d'abord, mais aussi nous, les messieurs, par ses répercussions sur la vie du couple. Il n'est plus acceptable, dites-vous, de souffrir en silence et laisser symptômes, maladies et pathologies s'installer alors qu'une solution efficace existe. La ménopause, effectivement, touche 100% des femmes. On l'a beaucoup sous-estimé. On sait qu'actuellement, 5% des femmes sont traitées, qu'elle touche à peu près 14 millions de femmes. L'année dernière, quand je suis venu, on en était au constat de 12 millions. On n'a pas encore augmenté, mais il y a une prise de conscience. L'année 2024 va être une prise de conscience dans l'approche de la ménopause et dans le fait de lever le tabou. Alors, j'ai voulu faire un premier livre, comme vous l'avez vu, qui s'appelait « Ménopause, tout peut changer », où j'ai essayé d'envoyer ce qu'on appelle une bouée à la mer, envoyée aux femmes, et à leur expliquer pourquoi il ne fallait pas sous-estimer ces fameux symptômes. Et il y a eu une belle réponse, mais je voulais aussi apporter dans le deuxième livre le fait que ce traitement hormonal de la ménopause à la française que je propose est ce qu'on appelle le vaisseau amiral. Et qu'autour, il y a ce qu'on appelle la flottille. Et pour avancer, pour être synergique, pour cela, il faut faire tout ensemble. C'est-à-dire que le THM ne fera pas tout. Et malheureusement, les femmes souffrent en silence, elles ne disent rien parce qu'il n'y a pas d'information et surtout de bienveillance, alors je vais dire, de la part de nos autorités et souvent des médecins. Les dernières études scientifiques, Dr Mouly, confirment en effet l'intérêt et les bénéfices du THM. Nous allons le voir, réduit les risques d'infarctus. Les maladies cardiovasculaires tuent chaque jour 200 femmes entre 45 et 55 ans. L'ostéoporose qui touche une femme sur 3, les troubles psychiques, 1 sur 3 également, des troubles du sommeil, 2 sur 3, et aide même les femmes atteintes d'un cancer, 60 000 cas par an. Et pourtant, alors que 100% des femmes sont ou seront ménopausées, que les 3/4 d'entre elles présenteront des troubles plus ou moins importants ou des conséquences de l'arrêt de la sécrétion hormonale, vous l'avez dit, 5%, j'avais 6% comme chiffre, sont actuellement traités, contre 15% dans les autres pays occidentaux et 30% chez nous avant 2002. Effectivement, on était en 1980 à 30% de femmes traitées et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait qu'une femme sur 14 qui était atteinte d'un cancer du sein. En 2022, vous avez à peine 5% des femmes qui sont traitées et une femme sur 8 va faire un cancer du sein. Trouvez l'erreur. Est-ce que c'était vraiment dû au traitement hormonal de la ménopause? Alors c'est certain, vous avez cité
Docteur Rafal, vous avez cité l'étude américaine qui avait controversé, qui avait fait qu'on avait arrêté tous les traitements hormonaux de la ménopause. C'était la WHI dont a parlé la Nicolas dans son lancement. WHI dont tu avais parlé, qui est sortie en 2002, dont tu avais parlé Nicolas. Cette étude avait été... Moi, à l'époque, j'étais à l'Institut Gustave Roussy. Et il nous a fallu à peu près 1 an et demi pour analyser l'étude, savoir quels étaient les produits, sur quelles personnes, à quel moment... Et est-ce qu'il n'y avait pas des biais? Et tous les biais sont tombés, mais alors à une vitesse grand V. Il faut savoir que cette étude n'a pas été sponsorisée, mais elle a été financée par un laboratoire que je vais citer, qui s'appelle Wyeth, qui voulait inonder le monde d'une hormone. Un traitement hormonal de synthèse, avec des hormones que nous n'utilisons pas en France, où nous sommes le berceau de l'hormonologie, pour inonder le monde. Et malheureusement, ça n'a pas marché, ce labo a fait faillite et il a été racheté par Pfizer. Mais ce qu'on sait, c'est que le traitement hormonal à l'américaine provoque effectivement des maladies cardiovasculaires et provoque le cancer du sein. Mais il faut savoir que 20 ans après, les mêmes personnes qui ont vu cette étude montrent qu'il n'y a pas d'augmentation de la mortalité globale et il n'y a pas d'augmentation réelle des risques cardiovasculaires. C'est-à-dire que, en fin de compte, on s'est vite précipité. Heureusement, de nombreuses études sont sorties. Il y a eu en 2005 l'étude française E3N, et puis après de moult études qui confirment que le traitement hormonal à la française, c'est-à-dire celui qui utilise des hormones naturelles qu'on dit bioidentiques, n'augmente pas le cancer du sein et ne provoque pas le cancer du sein, et aussi ne provoque pas de maladies cardiovasculaires. C'était ça qui a tout arrêté. Vous avez dû voir dans mon livre, je commence mon livre en disant « Mon frère ». Je parle de mon frère qui m'a toujours été, qui est un excellent médecin généraliste, qui m'a toujours, entre guillemets, j'emploie le mot criminel, parce qu'il m'a dit « Tu provoques des cancers et des maladies cardiovasculaires ». Donc pendant 25 ans, il a refusé que je traite ma maman. Alors nous avons fait tout pour lui donner et lui permettre d'avoir évité et traité les pathologies chroniques. Donc on a traité l'os, on a traité le cœur, on a traité tous les problèmes neurologiques et autres qui étaient dus à l'absence et à la carence d'hormones. Et puis il y a 4 ans, il m'appelle, il me fait « Michel, c'est grave la ménopause ». Alors là, je lui ai dit « Bernard, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit « Je lui ai dit « Mais pourquoi t'as changé ?» Il m'a dit « J'ai vieilli avec mes patientes. » Et quand elles avaient entre 45 et 55 ans, je leur disais « Surtout pas de traitement, ça donne le cancer et les maladies cardiovasculaires. » Alors précisément, docteur Mouly, vous dites qu'il y a une méconnaissance effarante de la ménopause, avec des idées reçues qui ont la dent dure. Déjà sur la définition. Alors, qu'est-ce que la ménopause? Elle survient entre 45 et 55 ans, avec un âge théorique de 51 ans. Alors, ce qu'on voit, on a une période qui précède la ménopause, qu'on appelle la préménopause, et cette fameuse période des 51 ans est entourée d'une période qu'on appelle la périménopause. Et là, le mensonge commence. Pour moi, le mensonge, c'est d'annoncer aux femmes qu'il va y avoir une post-ménopause. Avoir une post-ménopause, oui, moi je suis chirurgien, quand je parle du post-opératoire, c'est après mon intervention. Si on me parle d'après la ménopause, c'est après la période de la ménopause, mais il se trouve que la carence hormonale, elle est jusqu'à la fin des jours, jusqu'au dernier souffle. Et donc les femmes, on leur a fait croire que les symptômes qu'elles vont avoir pendant 4-5 ans, elles rentrent dans un sas, elles vont en sortir, et que tout va bien se passer. Mais la carence en hormones persiste, et au fur et à mesure... Vous le dites d'ailleurs, vous dites que la ménopause ne dure pas 4-5 ans, mais dure toute la vie. C'est ce que me répondaient beaucoup d'officiels de santé ou politiques quand je leur posais « Dites-moi, combien de temps dure la ménopause ?» Et là, effaré. 4, 5, 6 ans. Je dis, mais c'est vous qui allez vous occuper de la santé des femmes? Vous ne savez pas que c'est quelque chose qui est à long terme et qu'on n'a rien fait et que la ménopause, ça commence à l'âge de 51 ans en moyenne, mais ça va jusqu'au dernier souffle. Les symptômes ne sont que la partie émergée de l'iceberg, écrivez-vous. Effectivement, et c'était l'issue de mon premier livre en disant que ne sous-estimez pas les symptômes, que ce soit les bouffées de chaleur. Alors, toutes les femmes n'ont pas obligatoirement 100% des bouffées de chaleur, il y en sont à peu près à 70%, 25% seront invalidantes, ces fameuses bouffées de chaleur. Et quand elles sont précoces et persistantes,
augmentation de 70% du risque cardiovasculaire. C'est ce que vous expliquez. Vous dites les bouffées de chaleur, c'est un signe d'alerte et un marqueur de pathologie grave. C'est ce que j'explique et vous avez bien étudié mon premier livre et ce que je reprends dans le deuxième livre. Donc les bouffées de chaleur qu'on a sous-estimées sont un signe, quand ils sont présentes et persistantes, de risque cardiovasculaire, comme peut l'être les suées nocturnes. Ah oui, je me lève, je suis mouillé, je n'en peux plus, mes affaires, je suis obligé de me changer, mais il faut savoir que des suées nocturnes qui persistent et qui sont présentes peuvent être le révélateur d'un diabète de type 2, c'est-à-dire ce qu'on appelle une hypoglycémie, c'est-à-dire hypoglycémie, une baisse du sucre nocturne silencieuse. Donc c'est un signe qu'il ne faut pas sous-estimer. Et aussi comme les douleurs musculaires ou articulaires. Alors oui, j'ai de mal. Alors il y a parfois des femmes qui révèlent leur ménopause par une douleur qu'elles n'ont jamais joué au tennis, elles ont un tennis elbow et elles ont mal, ou à l'épaule ou au coude. Et en fin de compte, c'est le début des troubles ostéo-articulaires et qui vont, si on les néglige, évoluer vers l'ostéopénie et l'ostéoporose. Comme vous l'avez dit, une femme sur 3 ou 4 après 50 ans aura une fracture ostéoporotique. On ne peut pas le négliger. Vous évoquez donc 34 symptômes principaux, mais je voudrais juste dire un mot sur une des idées, enfin vous écoutez dire un mot sur une des idées reçues, la ménopause, prise de poids assurée. Alors il faut savoir que l'homme et la femme sont différents sur le plan du métabolisme. Nous savons qu'à partir d'à peu près 45 ans, la femme va avoir un métabolisme qui brûle moins, qui est ralenti. Et donc ça, c'est pas encore la ménopause, on est en période de préménopause. Et donc au lieu de consommer 2200 kilocalories qui devrait être la consommation habituelle d'une femme avec une vie normale, elle devrait normalement passer à 1800. Il faut savoir que normalement, entre 45 et 50 ans, la femme devrait réduire sa ration calorique et augmenter sa ration protéique. Et si elle fait ça, elle ne prendra presque pas de poids. Et malheureusement, après arrive la ménopause qui va alors enfler cette situation avec une prise de poids due à l'absence des œstrogènes, une répartition des graisses. Vous dites que les femmes ont plus faim et dépensent moins de calories. Exactement. Il faut savoir cela et donc là, il faut enseigner aux femmes à partir de... Moi, je le fais très tôt. Hein, mes patientes, elles me disent « Mais docteur, vous êtes très à cheval sur ça. » Mais j'étais aussi à cheval sur ça avec le cancer du sein en disant qu'il fallait pas prendre de poids et faire de l'activité physique après avoir eu un cancer du sein. Je considère qu'une femme, pendant sa grossesse, à 35 ou 40 ans, elle devrait faire attention à son alimentation. Attention, je suis pas pour que les femmes soient toutes minces. Moi, dans mon cabinet, vous allez voir des tableaux de, comment dire, vous avez une statue de Niki de Saint-Phal où vous voyez les formes qui sont bien organisées et, comment dire, donc moi j'aime bien aussi ces formes un peu rondes, avec ces femmes avec les fesses un peu rondes. Mais attention, quand le gras monte vers le haut, ce n'est plus bon. On est en forme androïde, on n'est plus en forme gynoïde, et là, il y a un risque cardiovasculaire, un risque de cancer. Donc ça, il ne faut pas le laisser se faire. On a la possibilité, par l'information et par ce qu'on appelle, moi je dis toujours, il faut appréhender cela, et malheureusement, il manque de l'information. On dit bouger et manger mieux, mais on ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire vraiment. Alors, 2 points très très importants, vous en avez évoqué un, c'est le traitement hormonal et le cancer du sein. Et vous dites des choses très très importantes, vous êtes formel, vous dites que le THM réduit la mortalité par cancer du sein. Alors, il faut savoir que le traitement hormonal de la ménopause, à la française, je l'ajoute bien, c'est-à-dire avec nos hormones qui sont des hormones naturelles, bio-identiques, ne provoque pas le cancer du sein. Toutes les études le disent, même les Américains en 2022, puisque maintenant, ils recommandent le traitement hormonal de la ménopause le plus tôt possible, sans limite de durée, et en disant que ça n'augmente pas, avec toutes les études, le risque de cancer du sein. Ne provoque pas le cancer du sein. Donc, on peut rassurer les femmes sur cela. Il faut savoir que on est tous porteurs d'éléments. Nous, la prostate, les femmes ont des microcellules qui sont là et qui vont évoluer. Mais ce n'est pas le traitement hormonal qui va provoquer le cancer. Il va le révéler plus tôt. Qu'est-ce qui est mieux? De le révéler plus tôt ou de le laisser évoluer? Et il faut savoir que quand on prend ce fameux traitement à la française, on va avoir des cancers plus petits, avec moins d'atteinte ganglionnaire, moins de métastases, et une réduction de la mortalité de 50% par rapport à une femme qui ne prend rien. Quand vous savez qu'il y a à peu près 11 à 12 000 décès par an,
que la plupart des cancers du sein surviennent après 50 ans. Si on pouvait réduire d'au moins 3000 ou 4000 la mortalité par cancer du sein, mais ça serait fabuleux. Le traitement hormonal et le risque cardiovasculaire. C'était quelque chose qui était sous-estimé. On sait que maintenant, dans la tranche qui survient juste après la ménopause, c'est une grosse période à risque pour les dames. Exactement, la perte des œstrogènes, qui sont un protecteur de la paroi artérielle et aussi qui vont agir aussi sur le cholestérol, puisqu'on sait que les œstrogènes vont augmenter le HDL, le bon cholestérol, réduire le LDL et diminuer les triglycérides. Ils vont aussi agir sur la glycémie. Donc on sait que les œstrogènes, quand ils vont être en carence, vont enlever cette protection cardiovasculaire et notamment artérielle. Et comme vous donnez un chiffre, docteur Mouly, vous dites la ménopause, première cause de mortalité des plus de 65 ans, mortalité cardiovasculaire, elle tue 8 fois plus que le cancer du sein. Effectivement, une femme sur 3 va mourir d'une maladie cardiovasculaire, 1 sur 26 d'un cancer du sein. Et si elle prend un traitement hormonal, 1 sur 52. Donc, je crois qu'il n'y a pas photo. Et il faut savoir, et vous le savez bien, monsieur Rafal, docteur Rafal, c'est que le risque de maladie cardiovasculaire chez la femme après 60 ans va rejoindre l'homme et le dépasser. On a plus de morts du côté féminin que du côté masculin. Une notion très importante qu'on retrouve dans votre livre, c'est la fenêtre d'intervention. La fameuse fenêtre d'intervention a été mise en évidence grâce aux études américaines. Elles ont du bon, ces études américaines, puisqu'elles nous ont quand même permis de voir... Elles nous ont fait beaucoup de tort, quand même. Elles nous ont fait beaucoup de tort, mais ce qui est dommage, c'est que nos autorités de santé, et même... Alors, je suis méchant avec nos sociétés savantes, parce qu'on l'a su très rapidement, mais où ont-ils été dans les médias? Alors maintenant, ça y est, ça commence. L'information, elle ne se fait pas dans nos congrès. Elle se fait comme je suis en train d'essayer de faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre mon bic il y a 2 ans pour écrire ce premier livre. Oui, effectivement... Vous donnez une explication dans votre ouvrage, docteur Mouly. Vous dites un des traitements après la chirurgie sont les anti-œstrogènes. Donc, pour le public, puisqu'on traite par les anti-œstrogènes, les œstrogènes sont probablement responsables du cancer. Effectivement. Donc, on sait moi, quand j'ai commencé la cancérologie, on traitait les métastases de cancer du sein avec des œstrogènes à forte dose. Donc, vous voyez. Et donc, c'est vrai qu'il y a une confusion en disant on donne des anti-œstrogènes, et que moi, je vais venir, et je ne suis pas le seul, puisque dans mon livre, j'ai voulu quand même, m'étayer d'études, comme vous l'avez pu le voir, et aussi j'ai eu la chance d'avoir le témoignage du professeur Marc Espier, ancien responsable des centres du cancer du sein à l'hôpital Saint-Louis, et qui vient bien expliquer cet élément qui est anormal de vouloir incriminer les œstrogènes par rapport au cancer du sein. Mais je voudrais soulever quand même votre attention. Grâce à mon premier livre, le deuxième livre, j'ai pu lire entre-temps le livre d'une femme qui est remarquable, qui s'appelle le docteur Anne Denard-Toulet. Elle a écrit en 1975 ce qu'on appelle la ménopause effacée. Et elle nous faisait se réfléchir en disant « Mais comment ça se fait que le cancer du sein survient à la période où la femme n'a pas d'œstrogène ? Comment ça se fait que quand elle a beaucoup d'œstrogènes, elle n'en fait pas? Donc, pas d'œstrogène, elle en fait. Quand elle a des œstrogènes, en quantité anormale, elle n'en fait pas. C'est un paradoxe. Et c'est pour ça que maintenant... Elle vient d'où, cette diabolisation des œstrogènes? Elle vient quand même de l'étude WHI. Elle vient de la WHI, effectivement. Il faut savoir aussi, alors attention, nous, on a la chance d'avoir des œstrogènes qui, sur le plan du sein, et sur le plan cardiovasculaire et autres éléments, ça se fait par voie cutanée. On est quand même le berceau de l'hormonologie en France. L'hôpital Necker, avec les professeurs Mauvais-Jarvis, avec le professeur Netter, avec les professeurs Rosenbaum, ont été quand même les pionniers de l'hormonologie, avec des formes cutanées. Et il faut savoir que nos hormones, contrairement aux hormones de cheval, d'urine de cheval en grossesse, c'est totalement différent. Et les Américains utilisent des hormones par la bouche. Heureusement, ils se sont convertis à nos hormones par voie cutanée. Une autre notion qui est très importante dans votre ouvrage, c'est que la durée du THM, vous dites, il n'y a pas de limite. Les 5 ans dont on parle actuellement n'ont pas de justification scientifique. Alors, j'imagine toujours les patientes, je leur dis, voilà, vous êtes une fleur, vous êtes arrosée tous les jours. Un jour, on vous prive d'eau. Qu'est-ce qui se passe?
eh ben vous allez vous faner et la terre sur laquelle vous êtes, vous allez vous craqueler. Il faut savoir que les œstrogènes, on a des récepteurs aux œstrogènes dans tout l'organisme. L'os, le cœur, le cerveau, la peau, les dents, le vagin, tous ces éléments-là, même dans l'intestin pour la fameuse GLP-1 qui agit sur le diabète. Donc le jour où ces œstrogènes ne sont plus présents, ils ne vont plus stimuler ces récepteurs et donc entraîner ce qu'on appelle une trophicité. Donc, si vous arrêtez le traitement de la ménopause au bout de 5 ans, vous allez vous retrouver devant la carence œstrogénique. C'est quand même le sentiment qu'on a quand nous, on adresse des patientes au gynécologue, on sent une réticence. Moi qui suis de l'ancienne génération, on les prescrivait quand même beaucoup plus facilement dans les années 2000 qu'actuellement. Et souvent, les femmes ont du mal à se faire prescrire un THM. Pour quelle raison ? Alors, actuellement, en dehors des raisons médico-légales, pour une peur médico-légale. Il y a eu cette fameuse étude et surtout notre haute autorité de santé qui, en 2014, n'a toujours pas changé ses recommandations en disant oui, attention, risque de cancer du sein le moins longtemps possible et seulement si les femmes ont vraiment des troubles sévères, vous imaginez. Donc c'est vraiment très limité. Et donc il y a aussi ce risque de cette judiciarisation de provoquer un cancer du sein ou de provoquer une maladie cardiovasculaire. Mais moi, comme vous l'avez vu dans mon livre, j'appelle ça l'effet boomerang. C'est-à-dire que quand vous privez d'une femme d'un bon pronostic de cancer du sein, quand vous la privez d'avoir un moindre risque cardiovasculaire, mais surtout, quand vous la privez de pas avoir quand vous lui empêchez d'avoir des fractures ostéoporotiques, un diabète, un cholestérol, d'avoir une vie normale, de pas prendre du poids, elle va vous dire, mais docteur, vous m'avez pas protégé. Alors que vous savez que les études montrent l'inverse, que maintenant on recommande dans le monde entier ce traitement. Pourquoi vous ne me l'avez pas donné? Donc moi je pense qu'un jour ou l'autre, la judiciarisation va s'inverser. Je suis dur, mais c'est comme ça. Dans la dernière partie de votre livre, oui, vous expliquez qu'en fait, le traitement hormonal substitutif quasiment pourrait être prescrit à toutes les dames. On voit sur le fibrome, les antécédents de méningiome, les antécédents de cancer du sein, et même les femmes à très haut risque de cancer du sein et d'ovaire. Alors, il faut savoir que les femmes, effectivement, qui sont génétiquement programmées, qui sont BRCA1, BRCA2, on propose maintenant pour ces femmes, notamment les BRCA1, de faire une ablation des ovaires. On appelle ça une annexectomie entre 40 et 45 ans. Donc on crée une ménopause brutale. Or, l'INCa, l'Institut national du cancer, et aussi par l'étude qu'on appelle l'étude PROSE, qui a montré que le fait de donner à ces femmes à qui on avait enlevé les ovaires et les trompes à l'âge de 40 ans, le fait d'apporter un traitement hormonal, alors à l'époque c'était des traitements pas obligatoirement à la française, on avait encore des hormones de synthèse, c'est-à-dire des progestatifs, n'augmentait pas les risques et au contraire les mettait en prévention de toutes les maladies pathologies chroniques que vous avez lues dans mon livre, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, l'Alzheimer, et même les autres risques, et même si elles n'ont pas encore fait de cancer du sein. Donc voilà. On arrive au terme de notre entretien. On a quand même le sentiment, là, que vous expliquez que les femmes sont actuellement sacrifiées sur l'autel de la réticence au traitement hormonal. Effectivement, je trouve que devant cette, excusez-moi, je vais employer un terme, cette ignorance, on arrive devant un obscurantisme et donc on ne veut pas traiter les femmes. On a peur de les traiter alors que l'information est là. Moi, je prends l'exemple de mon frère. 25 ans d'ignorance, je l'ai informé, il m'a écouté et depuis, mon frère a fait un diplôme sur la ménopause, il a 3 ans de plus que moi. Il prescrit des traitements de la ménopause et il vient en congrès sur la ménopause avec moi. Donc on peut évoluer, on peut changer. Docteur Mouly, je vous remercie. On continue la discussion dans la deuxième partie. Mini-pause au cœur, au sein de la ménopause. Voilà, et puis ne souffrez plus en silence surtout. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. De retour pour cette seconde partie, deuxième partie. Docteur Michel Mouly, gynécologue, chirurgien, cancérologue, ménopause, ne souffrez plus en silence. Les solutions qui vous donnent le pouvoir sur votre santé aux éditions Le Duc. On en parlait un petit peu pendant la pause. Là, il y a eu récemment, on parlait de l'information, de ces témoignages et de cette passation de l'information. Il y a le cas Kate, la princesse anglaise, qui a annoncé son cancer. On a entendu plein de dames dire tiens, je vais peut-être m'en occuper, je vais peut-être aller voir. C'était le même cas il y a un mois par rapport au roi Charles III en disant pour les messieurs, je vais aller m'occuper peut-être de ma prostate également. En tout cas, faire un dépistage. On sait que les gens manquent d'aller se faire dépister. Est-ce que vous trouvez que, en termes d'information, votre patientèle est prête à écouter? Comment vous percevez ce degré d'information dont ils ont plus besoin depuis quelques années ou pas? Je pense que nos autorités de santé ne sont pas dans le fait d'annoncer aux gens d'aller faire ce qu'on appelle des consultations de prévention. On devrait faire des dépistages systématiques, par exemple chez la femme à 40 ans, on devrait les informer, à 50 ans leur faire le bilan qu'il faudrait, je parle de la ménopause, mais je parle encore plus, c'est sur les enfants, au lycée ou au collège, en faisant de l'instruction, et moi je parle dans mon bouquin de ce qu'on appelle le parcours de santé humaine, c'est-à-dire de rendre une matière obligatoire au brevet pour qu'on sache... Vous êtes en train de parler avec la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Je lui en ai parlé. Elle devait faire une question au gouvernement, mais pour l'instant, j'ai rien entendu. Il y a d'autres priorités. Je veux bien la comprendre, mais elle était à l'écoute. Oui, effectivement. Alors, on a eu 2 années ou 3 années de Covid qui ont fait que les gens ne se sont pas dépistés, n'ont rien fait. Et on voit actuellement, effectivement, probablement par manque de dépistage, par manque de prévention, de se faire soigner une recrudescence des cancers. Qu'on craignait, on a vu ça. Alors après, effectivement, on manque de dépistage. Moi, j'ai une grosse patientèle qui vient d'Asie, de Chine. Et là-bas, maintenant, ils font du dépistage à tout va, C'est-à-dire qu'ils font des examens de prévention à 30, 40, 50 ans pour éviter de passer à côté d'une pathologie. Pour vous, docteur Mouly, la ménopause constitue un véritable péril sanitaire. À vous lire dans votre dernier livre, Ne souffrez plus en silence. Vous écrivez une posologie identique pour toutes les femmes, alors que vous prenez la personnalisation. Vous regrettez oui. Personnellement, toutes les études qui ont été faites sont des études c'est pas du sur-mesure. On n'a pas adapté le traitement à chaque patiente. Donc on peut pas en tirer, comme nous on le fait en France, comme le faisait à l'hôpital Necker à l'époque, on donnait à chaque femme un traitement en fonction de son poids, de ses antécédents, de sa tolérance, et on faisait pas un traitement sur mesure. Donc comment peut-on sortir des études avec des études qui sont faites avec des traitements? Mais c'est déjà bien, c'est parfait. Oui, le traitement hormonal de la ménopause, c'est un traitement sur mesure. C'est comme je le dis, une robe de mariée. On commence aux mini-doses et on voit si on doit augmenter, on voit comment on doit adapter. C'est comme une cuisine, c'est comme faire un bon plat. Vous dites que la ménopause constitue donc ce péril sanitaire qu'on devrait prévenir et traiter par ce traitement hormonal. Le docteur Rafal a cité les conséquences, les maladies cardiovasculaires. Vous avez 200 femmes qui meurent tous les jours de maladies cardiovasculaires. Vous avez les fractures ostéoporotiques. Vous avez une femme sur 3 ou 4 après 50 ans qui va faire une fracture ostéoporotique. Vous avez les dépressions, puisqu'on sait maintenant, et l'étude de la Mayo Clinic qui est sortie dans le Lancet récemment, en 2023, montre que si on traite précocement par les œstrogènes les troubles qu'on appelle le brain fog, le brouillard cérébral, la femme où elle a sa période où elle est en dépression, c'est le début. Au lieu de lui donner des antidépresseurs, et d'ailleurs dans mon livre, je fais témoigner une psychiatre qui me dit mais on est à côté de la plaque. C'est-à-dire que la femme entre 45 et 50 ans, elle dit j'en peux plus, je suis pas bien, je vais pas bien, elle déprime et on a tendance à lui donner des antidépresseurs. Ou des produits pour dormir. Ouais, alors que les études montré depuis longtemps, d'ailleurs c'est l'une de mes premières expériences il y a 30 ans, que les œstrogènes sont le traitement. Pourquoi ça survient à cette période? Alors il faut faire attention. C'est tout ces... Je sais plus quoi vous dire, mais voilà, allez-y. Non, mais écoutez, c'est parce que toutes les femmes ne veulent pas de médicalisation. On a l'impression Moi j'ai des patientes qui me disent c'est comme si elles font de la prévention naturelle. Ça fait partie... J'ai beaucoup de patientes qui prennent aussi de naturopathie, d'ailleurs je le conseille, qui font d'autres choses elles considèrent pas que le traitement hormonal est un médicament.
Voilà. Elle considère que c'est un moyen pour elle d'avoir une belle qualité de vie et qu'il n'y a malheureusement aucune étude qui a été faite en double aveugle, randomisée, qui montre que par exemple la naturopathie, que l'alimentation isolée, que la psychothérapie, que l'activité physique va permettre de réduire toutes les pathologies dues à la ménopause. Il n'y en a aucune. Vous dites, on est là dans du symptomatique et pas dans une vision fait du globale. delay. C'est-à-dire que quand on donne, on va faire un delay, on va éteindre les bouffées de chaleur, mais il y a tout le reste derrière. On va éteindre la sécheresse vaginale. On va traiter l'arbre qui cache une forêt. Et comme vous l'avez dit au début, tout ça, c'est la partie émergée, mais la partie immergée, elle est là. C'est-à-dire que si, je vais éteindre les bouffées de chaleur. Oui, mais tu les éteins, très bien. Mais derrière, elles sont toujours là. C'est-à-dire que tu n'as simplement fait que les mettre en silence alors qu'elles sont là. Vous expliquez dans Ménopause, tout peut changer, que les bouffées de chaleur, on en a parlé, vous en avez parlé en première partie, étaient plus fréquentes et elles duraient plus longtemps chez les femmes africaines. Oui, c'est l'étude Swan qui a montré ça. Effectivement, chez les Africaines, on a constaté qu'elles pouvaient durer jusqu'à 11 ans. Mais attention, vous avez des femmes à 80 ans, quand elles veulent arrêter leur traitement hormonal de la ménopause, ont des bouffées de chaleur et elles n'y arrivent pas. Elles sont vraiment dépendantes. Donc ça, c'est des études qui ont été faites. Mais moi, je constate tous les jours des patientes qui me disent, docteur, je vais essayer d'arrêter. Elle arrête. Ah non, j'en peux plus. Là, j'ai des bouffées de chaleur, je n'en peux plus. Et le risque cardiovasculaire dont vous venez de parler, il est doublé en cas de ces bouffées de chaleur? Et oui, il est augmenté de 70% quand elles sont précoces et persistantes. Et après, dès que vous arrêtez le traitement hormonal, par rapport, par exemple, à la protection osseuse, vous redevenez dans le risque qu'une femme de 50 ans a quand elle n'est pas traitée. C'est-à-dire qu'elle va perdre dans les 5 premières années 5% par an de son capital osseux. Donc non, la sécheresse vaginale, vous croyez que quand vous allez arrêter les œstrogènes, la sécheresse va disparaître? Non, elle va revenir. Ça veut dire que vous préconisez un traitement à vie? Alors, les études ont montré que plus le traitement hormonal de la ménopause était pris longtemps, et moins le risque de cancer, plus était meilleur le pronostic d'un cancer du sein qui serait venu. Ça, c'est une étude allemande qui a été faite récemment. D'ailleurs, mon ami Marc Espier, qui est toujours ce fameux spécialiste d'oncologie de l'hôpital Saint-Louis, dit « Mais il n'y a aucune raison d'arrêter le traitement. Si la femme est bien et qu'elle est bien surveillée, il n'y a pas de problème. » C'est-à-dire, il faut savoir que plus on prend le traitement de la ménopause à la française, et moins la gravité est meilleure et le pronostic du cancer du sein. C'est-à-dire qu'une femme qui a un cancer du sein, alors qu'elle n'avait pas pris antérieurement un traitement de la ménopause, son cancer est plus agressif. Alors, oui, Serge? On continue, donc, les mammographies, par exemple, après 75 ans? Vous savez, Serge, que 25% des cancers du sein surviennent après 70 ans. Moi, je trouve un peu anormal, avec l'augmentation de l'espérance de vie, qu'on dit aux femmes à 74 ans et quelques jours, arrêtez-vous de faire la prévention. On opère, d'ailleurs, le professeur Mintz est là, on opère toujours des cancers tardivement. On va les laisser comme ça? On va les laisser sur le bas-côté? Non, je ne suis pas d'accord. Vous écrivez qu'il existe un lien entre la densité osseuse et le cancer du sein. Alors ça, c'est vraiment... Je réclame... Je voudrais qu'on rende obligatoire la densitométrie osseuse à 50 ans. Effectivement, on s'est rendu compte, et les études le montrent depuis maintenant bien longtemps, et c'est confirmé, que la densitométrie osseuse renseigne sur 4 éléments. Le risque osseux, le risque cardiovasculaire, le risque cérébral cognitif, et renseigne également sur le risque de survenue de cancer du sein. 60 à 80%, ça augmente le risque de cancer du sein. Exactement. On a souvent des femmes qui viennent nous voir. « Ah, docteur, mon radiologue m'a dit que j'avais des super os. Je vais pas me casser. » Alors je dis « Oui, effectivement, madame, le fait d'avoir de bons os à 50 ans, ça vous permet de vous protéger contre le risque cardiovasculaire, contre le risque osseux et contre le risque cognitif. Cognitif, ça veut dire aussi plus tard la dépression, la maladie d'Alzheimer, la démence. Mais, attention, comme vous l'avez dit Nicolas, ça augmente le risque de cancer du sein. Attention, c'est pas que ça augmente, c'est un marqueur. Étant un marqueur, ces femmes qui n'ont peut-être pas d'antécédents, ces femmes, on va les surveiller un peu plus, et notamment dans la surveillance et dans le type de traitement, on va l'adapter. Donc il ne faut pas négliger une femme qui a des os très durs en se disant « Oh là là, c'est super ». Il faudrait l'institutionnaliser oui, selon ce rendez-vous. Je crois que ça vaut
36 €, 39,92 €. Vous vous rendez compte l'intérêt qu'a cette densitométrie osseuse, qui en plus est non invasive, c'est des ultrasons. Alors dans mon livre, je cite ce qu'est en train de faire l'assistance publique, de vouloir rembourser le dépistage du cancer du poumon chez les fumeurs et les anciens fumeurs, chez les femmes entre 50 et 74 ans. C'est la fameuse étude Cascade. Enfin, je veux bien. C'est très bien, je suis pour le dépistage, mais quand même, on pourrait alors, dans ces conditions, rembourser la densitométrie osseuse qui nous renseigne. C'est pas un risque provoqué, autant le cancer du poumon est un risque provoqué. Le tabac, on n'est pas à notre époque sans ignorer les méfaits que peut provoquer le tabac. Sur quel rythme, Dr Mouly, l'ostéodensitométrie? Alors, à 50 ans, on fait une densitométrie osseuse. Si elle est normale et qu'on prend un traitement, vous en refaites une au bout de 4-5 ans. Vous savez, pour tracer une droite, il faut 2 points pour voir si on est efficace. Maintenant, si un T-score à -2, par exemple. Un T-score à -2 à 50 ans, vous faites votre traitement. Et puis, alors, moi, j'ai l'habitude, avec les traitements pour le cancer, notamment ce qu'on appelle les anti-aromatases, quand je commence un traitement, je fais toujours une densitométrie osseuse et je vérifie 18 mois après l'état osseux pour voir si la femme ne va pas avoir une fragilité osseuse aggravée. Mais quand on est sur des médicaments qui sont plutôt ostéoformateurs, comme le traitement hormonal de la ménopause, associé à la petite flottille dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la naturopathie, l'activité physique, la vitamine D, le calcium. Alors, j'ai appris aussi que, ça c'est en faisant des recherches, qu'il ne fallait pas que de la vitamine D, il fallait aussi de la vitamine K2. Qui améliore l'absorption du calcium, mais surtout ne le fait pas se mettre au niveau des vaisseaux. Il va plutôt le concentrer sur l'os. Donc ça, c'est très bien, très intéressant. Et donc, quand on a une densitométrie osseuse qui est, -2, comme vous le dites, hein, c'est ce qu'on appelle un T-score à -2, et ben 2 ans après, on vérifie si on est toujours dans la prévention. Le traitement hormonal de la ménopause est la meilleure prévention de l'ostéoporose. C'est pas le meilleur traitement de l'ostéoporose, tout en sachant que quand on donne un traitement hormonal à une femme qui a de l'ostéoporose, on va faire gagner de l'os, mais pas aussi bien que de la prévention de la perte osseuse. Eh ben, on va passer à la chronique esthétique. On va continuer de parler de ce sein pour les dames avec le docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Reconstruire le sein, son sein, oui, d'accord, mais quand, comment est-ce qu'il faut une reconstruction, docteur Vladimir Mitz? Bonjour, immédiate ou secondaire? Bonjour. C'était une émission passionnante avec le docteur Mouly et je m'adresse alors au chirurgien qu'il est. Et c'est un grand mérite quand un chirurgien fait de la science et essaye de se pencher sur ce grave problème de la ménopause. Et je voudrais, pour la fin de cette émission, entrer dans quelques détails pratiques. Parce que quand une femme a un cancer du sein, elle rêve qu'on va l'endormir et elle va se réveiller, elle aura toujours un sein. Avant, c'était pas possible. Et maintenant, c'est un rêve qui est devenu réalité. On appelle ça, dans certains cas, la reconstruction immédiate. En quoi cela consiste? D'abord, le traitement chirurgical du cancer du sein est devenu plus léger. Il y a une désescalade. On ne va pas forcément enlever tout le sein, on va enlever qu'une partie, la partie cancéreuse du sein, et on va le contrôler. Mais même si on enlève tout, on va peut-être évider le sein comme si on enlevait le blanc de l'œuf en laissant la coquille. Parfois même, on peut laisser l'aréole. Il semble qu'un peu comme dans la ménopause, on peut dans certains cas préserver l'aréole, mais pas toujours. Et à ce moment-là, à la fin de l'opération, le chirurgien, parfois c'est le cancérologue lui-même, parfois c'est un chirurgien plasticien qui est amené sur place pour faire la reconstruction immédiate. Et le bilan de cette reconstruction immédiate, il reste mitigé quand même. Et c'est là où je voudrais prendre l'avis du docteur Mouly. Dans mon expérience, malgré tout, les patientes, quand elles se réveillent, quelques semaines ou mois après, elles nous disent « Écoute, vous m'avez promis que j'aurais un sein comme avant. Mais je ne suis pas contente. Certes, j'avais un cancer du sein, je suis content de pouvoir mettre un soutien-gorge et de le remplir. Mais ce n'est pas mon sein, je suis pas contente. » Et donc, on se trouve devant une sorte de désillusion qui fait qu'il faut faire attention aux promesses que l'on fait aux patients. Quel est votre avis là-dessus ?
Alors, je suis tout à fait d'accord. Souvent, on fait de la reconstruction mammaire immédiate comme un peu la cerise sur le gâteau. On vous dit, madame, je vous enlève votre sein et je vous en remets un autre. Le problème, c'est qu'il y a l'autre sein qui est mobile et qu'on met parfois une prothèse ou... Alors, les meilleurs résultats, et je crois que M. Mitz le sait, le professeur Mitz le sait, c'est les reconstructions avec des lambeaux parce qu'on a un sein qui est vivant, qui est mobile. Et là, moi, parfois, je me fais avoir, c'est-à-dire que quand j'examine une femme après ce qu'on appelle un DIEP ou d'autres types de lambeaux de grand dorsaux, c'est-à-dire on prend du muscle et de la peau, je me dis, mais Michel, attends, c'est pas un sein, c'est sa peau et son muscle. Donc on peut avoir des très bons résultats. Mais c'est vrai que parfois les femmes nous disent, mais vous m'avez dit que vous me mettiez un nouveau sein. Il faut informer, il faut leur expliquer. Voilà, donc cette reconstruction immédiate, elle n'est pas toujours aussi fantastique. Et je pense que c'est à nous, chirurgiens, d'être médecins. C'est-à-dire de savoir comment est-ce que la patiente va encaisser en quelque sorte cette grave intervention qui va consister à lui enlever tout ou partie de son sein et le reconstruire. Parfois, il vaut mieux lui dire, écoutez, patientez, attendez 6 mois ou 1 an. Alors, c'est un petit peu terrible de le dire, mais en France, il n'y a qu'un quart des patientes qui ont subi une ablation du sein qui se font reconstruire. On peut dire que c'est peut-être le même problème qu'au niveau de la ménopause. Il y a une très grande peur pour les patients de se dire, si on me retouche le côté qui était cancéreux, peut-être que ça va relancer la bête, peut-être que le cancer va revenir. Et là, il faut vraiment s'élever en faux contre cette idée. Ce n'est pas parce qu'on reconstruit un sein, même en mettant en place un implant, un lambeau ou un lipofilling, c'est-à-dire un remplissage avec sa propre graisse. Non, toutes les études ont montré qu'une fois que l'on reconstruit un sein, on ne fait pas courir de risques supplémentaires de récidive d'un cancer du sein de ce côté. Il y a plusieurs pistes, le lipofilling que vous venez d'évoquer, et puis la prothèse. C'est Oui. quoi la différence entre les deux? Alors, il y a 3 grands types de reconstruction. La reconstruction la plus sophistiquée, la plus extraordinaire, consiste à faire ce qu'on appelle des lambeaux et des lambeaux par microchirurgie. C'est-à-dire que le chirurgien qui fait habilement des microsutures, donc un travail sous microscope, va prélever un morceau du bas-ventre, de la fesse, et il va reconstruire les tissus manquants qu'il faudra ensuite remodeler pendant 2 ou 3 petites retouches pour refaire un sein qui est donc naturel. Vous n'utilisez pas la graisse comme Ça, c'est vous autre en avez chose. parlé, Si, c'est autre voilà, chose. ça sera le 3e modèle. Le 2e, alors ce sont des opérations lourdes qui durent longtemps et ça ne s'adresse pas à toutes les patientes. Ça se fait essentiellement au milieu hospitalier parce qu'il faut une hospitalisation longue et complexe. Et il peut y avoir des incidents. Le 2e type de reconstruction, c'est les implants mammaires en silicone. Ah, c'est le triomphe, ça fait maintenant 60 ans que ça dure, qu'on met des implants qui ont progressé de plus en plus. Mais les implants, c'est un corps étranger, comme tout corps étranger. Nous, notre corps, il aime bien rejeter. Il n'y a pas de ministère de l'Intérieur dans notre corps, et c'est plutôt le ministère de l'Extérieur. Certaines patientes vont faire des réactions nocives de rejet. Et pas les prothèses pipes. Voilà, les prothèses pipes, c'est qui furent un scandale, mais on y reviendra une autre fois. Et puis, un moyen que vous connaissez bien, puisque vous avez travaillé avec un des promoteurs de cette méthode, c'est le lipofilling. Si par chance la patiente a de la graisse en trop quelque part, on va pouvoir réexploiter cette graisse. On ne peut pas l'injecter comme si on faisait de la crème chantilly sur un gâteau. C'est une greffe, c'est-à-dire qu'il faut prélever cette graisse, l'isoler, préparer les cellules graisseuses, faire des tunnels et remettre une à une presque ces cellules graisseuses pour faire le volume nécessaire. Et quand on fait cette reconstruction par lipofilling, tout ne va pas prendre. 30 à 40% seulement des cellules vont survivre, ce qui veut dire qu'il faudra s'y reprendre peut-être en 2 ou 3 fois. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ça donne un sein souple, c'est à soi, c'est une opération écologique. Et il y a un soin à apporter aux femmes qui est tout à fait primordial et important, c'est cette réflexion, vous en parliez tout à l'heure, de l'aréole. Alors voilà, ça, vous parliez de la cerise sur le gâteau. La reconstruction de l'aréole se fait de 2 façons. Certains chirurgiens aiment bien faire des tatouages par des tatoueuses spécialisées. C'est tout un art maintenant que de redessiner en trompe-l'œil un mamelon. À 1 mètre, on se trompe. On pense que c'est un vrai mamelon parce qu'elles ont le talent de créer un faux relief. Et puis, il y a maintenant une autre technique, il y a même maintenant des prothèses d'aréole que l'on colle simplement. Et donc le téton, c'est un faux téton, mais qui reste en place. Et puis, il y a la technique que personnellement je préfère, qui est la reconstruction complète de l'aréole, qui consiste à prendre un petit lambeau de peau à l'intérieur de la cuisse, parce qu'elle sera rosée, un peu plus rosée que la peau du sein lui-même, et un tout petit bout ou de l'aréole contralatérale ou un tout petit bout du lobule de l'oreille pour créer cette élévation qui crée ce futur mamelon. Ce sont des techniques magnifiques parce que, alors là, même le médecin généraliste n'en croit pas ses yeux, tellement l'aréole
ressemble à une vraie aréole et le mamelon est un vrai mamelon. Et le tatouage, il n'y a pas de relief, c'est juste un dessin. C'est juste un dessin. Merci docteur Vladimir Mitz d'être venu nous parler de cette chirurgie post-cancer du sein. Docteur Mouly, quelques dernières questions, il nous reste 5 minutes à passer ensemble. On a le sentiment qu'en vous lisant, il y a peu de contre-indications finalement à ce traitement hormonal de la ménopause. Alors, si, il y a des contre-indications, bien sûr. C'est-à-dire que des maladies cardiovasculaires aiguës, quelqu'un qui a fait une embolie pulmonaire, qui a fait des thromboses, qui a fait un infarctus, oui. Quelqu'un qui a un cancer du sein de très mauvais pronostic en évolution reste aussi une contre-indication. Il y a aussi l'allergie aux produits, vous savez, ça existe. Il y a des femmes qui ont une allergie aux produits. Il y a les pathologies hépatiques graves, une hypertension artérielle non traitée, non équilibrée. Mais quand on a fait le tour de ces contre-indications, après, il n'y a que des indications. Et que tout devrait se passer comme il faut. Et vous avez des indulgences pour quelques traitements naturels, d'ailleurs. Vous parlez du safran. Oui, effectivement. Alors, c'est des associations, parce que le traitement hormonal, il faut être honnête, va peut-être faire 80-90% du bon résultat. Et en associant, c'est ce que j'appelle la synergie positive de la naturopathie. On en a besoin. On a besoin d'apporter d'oméga 3, du sélénium, vous du parlez zinc, beaucoup du dans cuivre. votre livre de l'alimentation, de l'activité physique, et quasiment qui fait partie physique. des traitements. Moi, je parle aussi de la chrononutrition qui, pour moi, parce que vous savez que votre corps fabrique des enzymes et des hormones à tel moment de la journée, pas à un autre moment de la journée. Donc, c'est pas la peine d'apporter tel ou tel aliment à tel moment. Bon, bien sûr, vous savez que tout le monde recommande de ne pas fumer ou de réduire la cigarette, de ne pas boire trop d'alcool, mais un bon vin, ça va bien de temps en temps, de faire de l'activité physique, de ne pas manger trop sucré ni trop gras. Ça fait partie de notre hygiène qui devrait commencer très tôt dans notre vie. C'est une nécessité. Et donc, effectivement, le traitement hormonal, pour moi, et comme le disent maintenant les Américains, doit être fait le plus tôt possible, sans limite de durée, et avec une surveillance. Et on réduira certainement le coût de la santé. Parce qu'on aura prévenu beaucoup de pathologies dont je cite dans mon livre, et les femmes auront une qualité de vie. Une prophylaxie du quotidien. Du quotidien. Une hygiène de vie. Vous dites qu'il ne faut pas le rendre systématique, il ne faut pas l'imposer, mais il faut le proposer. Moi, je dis toujours, on informe, on propose, mais on n'impose pas. Et comme dans mon livre, je le dis, j'ai des femmes qui viennent à 65 ans me disant « Oh docteur, je fume pas, je bois pas, je ne suis pas grosse, j'ai pas d'hypertension, j'ai pas de diabète, j'ai fait beaucoup de naturopathie, j'ai mangé comme il faut, mais là je sens que je n'en peux plus, je n'y arrive plus. » Alors ces femmes, malheureusement, elles ont passé un âge. On est derrière la fenêtre d'intervention. Mais dans ces cas-là, et ça, j'ai beaucoup travaillé avec des cardiologues. Le principal risque, vous l'avez dit, Serge, c'était le risque cardiovasculaire. Si elles n'ont pas de plaque d'athérome, si elles n'ont pas de risque cardiovasculaire, pourquoi ne pas introduire un traitement hormonal qui va les empêcher d'avoir certaines pathologies? Alors, vous avez tout à fait raison. Des études ont dit qu'il ne faut pas introduire le traitement hormonal trop tard, surtout à cause du risque de maladie d'Alzheimer. Et ça a été démontré. C'est-à-dire que plus on traitera sur le plan hormonal très tôt, et d'ailleurs même avant le début de la ménopause, c'est montré maintenant, et moins on aura de survenue de pathologies de démence et de maladies d'Alzheimer. 1,3 million cas actuellement en France. Quand même. Oui, et ça n'arrête pas d'augmenter avec le temps. Le traitement hormonal de la ménopause qui permet donc aux femmes de ne plus souffrir en silence et de reprendre, c'est dans le titre, de reprendre le pouvoir sur leur santé. Donc vous venez de le dire, un traitement à démarrer un petit peu plus tôt, donner rendez-vous un petit peu plus tôt aux femmes, effectivement, et à proposer à toutes les femmes, vous dites, mais sans l'imposer. Ah non, moi je suis pour informer. Vous savez, c'est l'information. Moi je vois, j'ai des femmes qui sont hostiles, qui viennent me voir au traitement. Mais quand je leur explique, quand je les informe, elles me disent « Docteur, vous m'avez convaincu ». Et là, je vois maintenant, parce que j'étais obligé d'aller sur les réseaux, le nombre de femmes qui me disent « Mais docteur, quand je suis obligé de faire des lives avec des Instagrammeuses spécialisées sur la ménopause. » Elles me disent « Mais quand on vous écoute, vous êtes simple, vous expliquez bien les choses et vous nous rassurez. » Et après, elles m'envoient un petit mot en me disant « Oh là là, c'est extraordinaire ». Et c'est l'œuvre de tous, vous dites, à la fin de votre ouvrage, ça se termine, à bonne entendeuse. À bon entendeur. Exactement. Pourquoi impliquer les messieurs? Parce que les hommes ne sont pas informés, et s'ils comprenaient mieux la détresse qu'ont leurs femmes
leur compagne pendant la transition de cette C'est une bataille pour ménopause. tout le monde. Ça serait pas fait ricocher, c'est un effet sur le couple. L'homme se croit, bah ouais, je l'intéresse plus, elle veut plus de moi, elle est pas bien. Alors que non, et j'ai de plus en plus d'hommes qui téléphonent pour prendre rendez-vous pour leur épouse, qui sont en détresse, pour leur compagne. Je parle aussi de compagne et compagne, parce que j'ai aussi des couples homosexuels avec des différences d'âge où la plus jeune dit mais je comprends pas, qu'est-ce qui lui arrive. Bon, vous êtes optimiste alors, finalement. Je me bats, on n'est qu'à 5-6%, Nicolas, hein, 5 à 6%. Hein. Eh bien, merci en tout cas, docteur Michel Mouly. Ménopause, ne souffrez plus en silence chez le Duc. Merci, docteur Vladimir Mitz, docteur Serge Rafal. Merci à Serge Surpin du côté de la réalisation. Et on va se ruer sur cet ouvrage. Voilà, Je l'espère. pour tout comprendre et tout partager et être bien informé. Merci infiniment de votre visite et à très bientôt sur un nouveau numéro de Réfois. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.